C'est intimidant. Hein. Ok, merci. Alors, on m'a demandé de choisir des extraits, donc je vais vous lire le prologue et le chapitre 4. Comme ça vous donnera un petit aperçu de Jungle pourpre. Alors, donc le prologue. Ahmad fixa l'interminable tronc, s'élevant comme un pic vers le ciel azuré. Un pied mal placé, un moment d'inattention, une faiblesse dans les muscles, et il dégringolerait en chute libre. Ensuite, il ne faudrait qu'un instant pour que son corps s'encastre dans une souche, 15 mètres plus bas, ou que sa nuque se disloque sur l'un des multiples rochers postés en embuscade. Ahmad leva un pied, puis l'autre. Les genoux courbés et la plante apposée contre le stipe, il marchait agilement, à la verticale, tracté par la force de ses bras. « Alors !» cria une voix dans son dos. « J'y suis, viens !» L'adolescent avait atteint son but, la cime du plus haut cocotier qui dominait la colline et sa jungle luxuriante. « Je peux pas !» lâcha Hardy au pied du tronc. « Tu sais combien de types sont morts en escaladant des palmiers ? Mon père va me tuer s'il apprend que j'ai osé. » « Ne cherche pas d'excuses, Mauviette, ton père est à l'autre bout de la forêt. » Ahmad s'assit à cheval sur la couronne de feuilles et embrassa du regard la nature imperturbable qui avait bercé son enfance. À 1 kilomètre en contrebas, son village ressemblait à un minuscule grain de sable égaré dans un imbroglio de feuillage panaché. D'ici, le garçon ne distinguait qu'un agrégat de tôle grise, rouillé par les fortes pluies. Sa maison était la plus haute de toutes, à quelques mètres de la grande plage où les pêcheurs parquaient leurs canots. « Alors !» Il jeta un œil plus bas où Hardy avait entrepris l'ascension. Si les premiers mètres avaient été dans ses cordes, il était maintenant statufié à mi-parcours et tremblait de tous ses membres. Soit les muscles de ses bras étaient trop faibles, soit il manquait simplement de technique. « J'y arriverai pas !» cria-t-il en s'agrippant au tronc. « Comment je dois m'y prendre pour regagner le sol ?» « Grimpe jusqu'à moi, je t'aiderai à redescendre, lui dit Ahmad en s'étirant le dos pour le narguer. Bien qu'il soit né la même année, Ahmad avait toujours été le plus brave. Hardy était de nature prudente et réservée. Ahmad avait un côté aventureux et anticonformiste. Toutefois, leurs différences avaient fait leur force. Au village, tout le monde savait que les deux amis se chamaillaient autant qu'ils étaient inséparables. « Explique-moi comment faire, implora Hardy. L'autre resta silencieux. « Ahmad, tu m'écoutes ? Je suis coincé. » Au sommet du palmier, Ahmad s'était redressé et fixait l'horizon, le visage inquiet. Une étrange ondulation venait d'apparaître au milieu de l'océan. « Ça alors ? Quoi ? La mer est bizarre. » Ahmad cligna des yeux, ébloui par le soleil. Il avait grimpé des centaines de fois sur cet arbre, mais jamais il n'avait vu un tel phénomène. Au loin, en lieu et place de la ligne lisse et calme de la plaine bleue, se dessinait une forme imposante et mouvante, comme un gros rouleau de liquide. « Ahmad, je vais tomber !» Hardy plaqua ses cuisses contre le tronc et une vive brûlure embrasa sa peau lorsque son corps glissa maladroitement en frottant l'écorce. Il ripa sur plusieurs mètres, puis ses mains lâchèrent le cocotier. Impuissant, il s'écrasa dans la terre en laissant échapper un cri. « Je suis vivant !» annonça-t-il en se relevant douloureusement. Il eut envie de rire, mais la gravité d'Ahmad l'en dissuada. Plus haut, son ami ne répondait pas, absorbé par l'alarmante vague qui ne cessait de croître. Quand Ahmad mesura l'ampleur de cette masse tourbillonnant vers la côte, il jeta un regard paniqué en direction des maisons. Ses parents, ses frères, ses sœurs, sa grand-mère, son oncle, ses voisins. Voyait-il la même chose depuis la plage ? Et que dire de tous ces pêcheurs sur leur embarcation de bois ? Ahmad envisagea de descendre avant de se raviser, d'évaler la colline jusqu'au hameau, au moins 10 minutes, hurler à travers la jungle, pas sûr que quelqu'un l'entende. « Hardy, il y a une vague. » Sans blague. Une vague énorme. Ahmad se leva en équilibre et resta immobile sur le stipe, terrifié, hypnotisé par le monstre d'eau qui avait fendu le calme de la mer. Paisible, le village semblait dormir comme un enfant dans un berceau de bambou. Pourquoi personne ne réagit ? S'indigna-t-il au fond de sa conscience. Il pensa à sa famille et à tous les autres. Non, ce n'était pas réel, il était en train de rêver. Sur la plage, des cris retentirent enfin, peut-être à cause des bateaux de pêcheurs qui venaient d'être engloutis. Ahmad voulut hurler,
mais le son se coinça dans sa gorge. La vague avait atteint la côte, plus haute que les maisons, plus forte que les palmiers, et le tsunami dévora tout sur son passage. Chapitre 4. Mange! Sa mère poussa son assiette devant ses pieds, bien décidée à la faire céder. Mange! Je n'ai pas faim, répliqua Dea. Tu dois prendre des forces, mange! Pourquoi tu ne manges pas, toi? Sa mère se leva, retira son hijab, puis se posta devant la fenêtre, une simple ouverture dans la cloison sans vitre ni volet. Elle n'avait pas encore atteint un demi-siècle, mais elle boitait déjà comme une infirme aux os fragiles et gangrenés. Effet du labeur peut-être, ou de la souffrance sans doute. Lentement, elle se mit à faire les 100 pas dans ce qu'ils appelaient la salle à manger. Une pièce morne, sans aucun meuble, pas même une chaise ou un buffet. Dea et ses 2 sœurs étaient assises sur le plancher. Tout en haut, des panneaux de bois rafistolés, l'unique objet de décoration était un écriteau en arabe. « Alhamdulillah, louange à Allah ». « Papa et moi avons dîné tout à l'heure », finit-elle par répondre, le regard vide. Dea scruta son assiette de riz agrémentée d'un œuf et de purée de piment. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que leurs parents avaient cessé de partager leur repas. Au fil des jours, ils avaient invoqué tout un tas de raisons de moins en moins convaincantes, telles qu'un régime incompréhensible au vu de leur criante maigreur. Combien de kilos avaient-ils perdu ces derniers mois ? Face à l'amour réprobatrice de sa mère, Dea capitula. Elle rinça sa main droite dans la coupelle d'eau prévue à cet effet, puis pinça un paquet de riz imbibé de pâte rouge qu'elle enfourna dans sa bouche. Son visage ingénu se tordit en même temps qu'une vive brûlure embrasait son palais. Pourtant, elle trouvait cette sensation agréable. « Bonsoir, la troupe !» Son père fit irruption sur le palier, un panier sous le bras. Aussitôt, Ayou sauta sur ses jambes pour se précipiter vers lui. 1 mètre de haut et seulement 5 années au compteur, la dernière née manifestait autant d'énergie que 10 gamins de son âge dopés au café. À force d'entendre ces crises de futurs despotes sanguinaires, Dea l'avait très justement surnommée Mini Fury. « C'est quoi ?»« Des ramboutans », répondit le père en brandissant une boule ocre et chevelue au senteur de litchi. « Pour les avoir, j'ai dû me battre avec une armée de singes déchaînés. Sans doute les amis de Tika, plaisanta Dea. » Face aux gesticulations euphoriques d'Ayou, le père de famille tendit un fruit, mais son épouse le stoppa dans son élan. « Non, on devrait les garder pour les vendre. »« Les vendre ? Sayang, chérie, depuis combien de temps les enfants n'ont pas eu le plaisir de manger autre chose que du riz ?» Mini Fury scruta sa mère avec une tête d'autocuiseur à 2 doigts d'imploser. « La rentrée a eu lieu 7 semaines et nous n'avons toujours pas acheté les uniformes de Dea. Elle n'a même pas de chaussures. » Le ventre de la jeune fille se noua. La culpabilité lui laminait l'estomac à chaque fois que ses parents manquaient d'argent. À cause d'elle. « Je ne veux pas entrer en 6e, s'exclama-t-elle avec sincérité. « Tu iras, les enfants de ton âge vont au collège, ton avenir est en jeu. On n'a pas les moyens de... On trouvera, trancha sa mère. Pour commencer, ton père va vendre ses ramboutans. » Mini Fury ne tarda pas à réagir. Les larmes montèrent dans ses yeux et ses lèvres tremblèrent d'effarement. Une seconde de plus et un ouragan de colère secoua son cœur d'enfant. Avec la frénésie d'une oie défendant son territoire, elle sauta sur Dea en vociférant. « C'est ta faute, c'est de ta faute !» Assaillie de griffures, Dea tenta de protéger son visage sans répliquer. Son père s'interposa pour arrêter le massacre. « Je te déteste !» hurla Ayou en pleurant comme une fontaine. Sous le choc, Dea renversa son assiette et courut s'enfermer dans une chambre en éclatant en sanglots. Trop d'amertume, trop d'affliction. Je sais que c'est ma faute, tout est de ma faute. Le film des semaines passées se déroula dans son esprit. Pour être en mesure d'acheter son matériel scolaire, ses parents avaient tout sacrifié. Leur temps de repos et leurs réserves, leur énergie et leur santé, leur canard et leur lapine, celle qu'Ayou aimait bercer comme une poupée. Naturellement, leurs efforts n'avaient pas suffi. Pour permettre à Dea d'entrer au collège, sa mère et son père devraient encore doubler leurs heures de travail, quitte à user jusqu'au bout leur corps harassé par la rudesse des champs. Aussi seraient-ils obligés de se priver de viande et de poisson, comme ils avaient déjà commencé à le faire. Peu à peu, Dea verrait ses parents dépérir à vue d'œil, dans le seul et unique but de lui faire intégrer une classe qui l'humilierait à la première occasion. Leur lutte n'avait aucun sens. « Ouvre la porte !» intima sa mère. La jeune fille se recroquevilla sur le matelas, posé à même le sol. Des images la pourchassaient comme autant de rafales de vent. Les enfants du village et leurs cruelles railleries, le regard méprisant des vendeurs du marché, les messes basses des passants. « Revoilà la pouilleuse !» chuchotait-il.
Déa ne parvint pas à étouffer le sentiment de honte qui lui écrasait les poumons. La honte d'être pauvre, la honte d'exister. Déa, elle ouvrit en reniflant. De l'autre côté, Ayou s'était calmé, un remboutant entre les doigts. Accroupi sur les talons, son père ramassait le riz qui avait giclé sur le plancher. Malgré la saleté et les poils d'animaux, il n'avait pas l'intention de le jeter. Il le rincerait et le garderait précieusement pour lui, ce soir, comme chaque fois qu'il mangeait secrètement les restes gisant dans leurs assiettes. « Je n'ai plus faim, maman. » De toute façon, la casserole était vide. Sa mère l'entoura de ses bras et la serra de toutes ses forces. « Déa, tu sais que nous t'aimons. » Son regard fixa le sol. Oui, il l'aimait. Même si elle ne portait pas de robe, même si elle ne tressait pas ses cheveux, ses parents tenaient véritablement à elle, et elle les chérissait beaucoup trop pour les laisser s'enliser de la sorte. « Je vais me coucher. » Sa pauvre mère l'embrassa sur le front. À cet instant, Déa l'observa avec peine, en remarquant ô combien ses traits s'étaient ternis. Où était passée sa maman d'avant, rayonnante comme un soleil? Plus aucune joie de vivre n'égayait son visage, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. L'enfant partit s'allonger dans la chambre, la poitrine remplie de plomb. Ce soir-là, comme les soirs précédents, ses parents s'entre-déchirèrent dans la cuisine. Incapable de dormir, Déa pleura silencieusement, les yeux rivés sur la jungle opaque. Plus haut, la lune était pleine, luisante, suffisamment puissante pour éclairer le sentier menant au village. Déa attendit le retour du calme pour se hisser jusqu'à la fenêtre. Elle observa plusieurs minutes le chemin qui tranchait sur la végétation sauvage. Ici, l'indigence, le désarroi, la colère. Là-bas, peut-être l'espoir d'un avenir plus doux. Aussi furtive qu'un lézard se faufilant sur la tôle du toit, elle s'empara d'un léger sac en tissu et y glissa quelques affaires, un couteau, une bobine de corde, ses maigres économies et un porte-clés en forme d'étoile offert par son père. Lorsqu'elle jeta un dernier regard sur ses deux sœurs, assoupies sur le matelas, son cœur se serra. Il était encore temps de faire machine arrière. Et pourtant, 3 bouches à nourrir, c'était déjà trop. Sa décision était prise. Peut-être la décision la plus grave de sa vie. Résignée, Déa escalada la fenêtre et partit. Voilà. Merci. Voilà. Merci à vous. Vous étiez nombreux, ça fait plaisir.